Bonsoir à tous. Donc on est très content de vous accueillir dans cet espace qui fait partie de l'exposition Nanda Vigo. Malheureusement, Nanda Vigo n'est plus parmi nous et donc ne pourra pas nous dire qu'est-ce que le fait d'être une femme a compté, enfin en quoi le fait d'être une femme a joué dans sa carrière, a influé dans son parcours. Mais quand on regarde la photo qui est là, que vous avez peut-être déjà vue, parce que certains d'entre vous ont vu déjà l'exposition, on se rend compte en effet, en tout cas, qu'elle était la seule femme. On la voit dans ce bar à Milan, entourée d'artistes, d'hommes en cravate. Elle est la seule femme. Donc un tempérament sûrement très très fort et qui fait que son travail est parvenu jusqu'à nous. Elle a travaillé auprès des plus grands et a gagné la confiance des plus grands artistes de l'avant-garde de cette époque-là. Et malgré tout, il y a une chose, nous, qui nous étonne à chaque fois qu'on fait visiter l'exposition, qu'on parle avec des gens qui ont vu l'exposition, ils nous disent « Ah bah oui, Nanda Vigo, on connaissait un peu le nom, mais en fait, on ne connaissait pas son travail. » Donc c'est quand même une question. Voilà. Pourquoi est-ce que voilà, le fait d'être une femme a joué certainement dans le fait que, en dépit de la forte personnalité qu'elle était, de la façon dont elle s'est imposée avec les artistes contemporains, la façon dont elle a coproduit des œuvres, et vous avez peut-être vu la pièce de qu'elle a fait en collaboration avec Lucio Fontana, qui est dans le couloir. Et bien, en dépit de tout ça, aujourd'hui, on connaît très bien le nom des artistes qui sont sur cette photo, mais on connaît moins bien son travail à elle. Mais voilà, donc c'est un petit peu le sujet de notre rencontre ce soir. On voulait interroger cette question de qu'est-ce que c'est qu'être un artiste quand on est une femme quand on est un artiste, et en quoi ça joue ou influe sur un parcours. Je pense que les choses ont quand même beaucoup changé aujourd'hui. Évidemment, c'est plus du tout les mêmes conditions, et d'ailleurs, vous prouvez, puisqu'il a suffi qu'on nomme Nathalie Crasset et Constance Guisset pour que vous arriviez tous. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes toutes les deux très connues, deux femmes très connues, et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous avez en effet en commun le succès de votre parcours et de ce que vous avez produit depuis maintenant quand même pas mal d'années, mais en tout cas avec des parcours très différents et avec un travail très différent. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Vous avez toutes les deux, je pense, en effet, travaillé avec beaucoup de clients ou de commanditaires différents, d'entrepreneurs ou d'industries, enfin, qui ne sont pas les mêmes, mais ce qui n'était pas le cas. Enfin, beaucoup de designers de votre génération, enfin, si vous n'êtes pas exactement la même génération, mais presque, ont ramé pour avoir des commanditaires, pour produire des objets, pour produire des travaux. Vous avez quand même à votre actif un certain nombre de choses qu'on va voir défiler, dont on reparlera au fur et à mesure. Vous avez produit en effet des objets, vous avez été exposé dans les musées, vous êtes très visible à la fois dans un monde institutionnel et puis dans la vie de tous les jours. Vous avez des objets, chacune peut-être un objet iconique. Je pense que la lampe Vertigo est devenue, en tout cas au moment où elle est sortie et jusqu'à aujourd'hui, un objet ultra iconique. Moi j'ai vraiment en tête Quand Jim monte à Paris, qui nous a tellement frappé quand en effet il est sorti, qui est quand même qui est un objet iconique du design français, je pense. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent peut-être qu'aussi votre goût, vous êtes toutes les deux beaucoup intéressées à des espaces pour les enfants, enfin en tout cas au rapport avec les enfants, la Philharmonie des enfants récemment, l'école, cette école en Bretagne, le Blé en herbe, qui paraît un projet incroyable dont j'espère qu'on va avoir l'occasion de parler. Et les enfants, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup ici, puisqu'en effet on les a mis vraiment au cœur du projet du musée. Ceux qui ont des enfants savent que, par exemple, quand on inaugure une exposition avec un designer, avant l'inauguration, il y a un vernissage pour les enfants, qui est le moment où les enfants ont la possibilité de rencontrer les designers ou les créateurs. Bon, c'est vraiment une chose qui compte beaucoup pour nous. Donc ces projets que vous avez faits toutes les deux avec les enfants sont au cœur de notre attention. Voilà, en tout cas des parcours très différents. Peut-être que si on parle du travail de Constance, on peut dire que peut-être qu'il a été plus axé, en tout cas intéressé par la musique, le spectacle, avec bon, ça c'est des choses que je dis, mais tu me contrediras si tu veux, peut-être avec un goût pour la poésie, l'objet, le dessin, j'ai en tête pas l'herbier mais l'alguier, où on sent quand même vraiment un goût pour le dessin.
Alors que peut-être que Matali, l'objet, peut-être, c'est moins la question du dessin, c'est peut-être plus la question du contexte. Mais là, c'est pareil, tu me contredis dès que tu veux. Plutôt la façon de mettre les choses en relation, de comment la relation entre les choses peut impacter sur la façon de vivre, sur les gens, sur le. Voilà. Bon, c'est peut-être des manières de voir le design assez différentes. Et c'est ça qui est la richesse aussi de ce domaine. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parle à la fois du fait, voilà, à quel point le fait d'être une femme a été décisif ou pas dans votre parcours, mais qu'on en profite aussi pour parler bien sûr de votre travail à toutes les deux. Et on parlait des enfants il y a quelques minutes, donc peut-être qu'on peut commencer par cette question. Alors, je me tourne à droite ou à gauche, je ne sais pas, on va commencer à droite. Est-ce que Matali, tu as le sentiment, et Constance, tu vas nous le dire aussi, est-ce que quand tu étais enfant, tu as eu le sentiment qu'on t'élevait différemment parce que tu étais une fille, ma phrase est mal formulée, mais tu l'as compris. Est-ce qu'on t'a élevée comme une fille, en 2 mots? Alors moi, je suis née dans une famille d'agriculteurs. Donc en fait, j'ai pu faire ce métier de designer parce que je n'étais pas garçon, tout simplement. Les femmes n'avaient pas la pression des hommes. Donc il y avait une vraie différence. Liberté de choisir ce métier-là, justement, parce que je n'avais pas cette pression de reprendre la ferme. Donc ça veut dire que oui, déjà, c'était grâce au fait d'être une femme, ça t'a servi. Après, j'ai des parents qui sont très très ouverts, donc en fait, voilà, j'ai pu faire ce métier. Ça s'est déclenché assez tardivement, puisque j'étais dans un milieu qui n'était pas de cette culture-là, ça s'appelle l'agriculture, c'est pas cette culture-là, donc je suis enrouée, hein, je suis désolée, plus le jour avance, et moi j'ai de voix, mais ça va aller. Oui, je me suis aperçue, je m'en suis rendu compte assez tardivement, en fait, de tout ça. Alors, mais c'est le moment. Il faut l'allumer. Ouais. C'est le moment où le design, ça marche encore? Oui, ça va bien. Alors moi, je dirais que c'est un peu différent. Moi, je suis d'une famille d'entrepreneurs. Je pense que j'avais une assez grosse pression, en vérité, pour réussir de façon générale, réussir mes études. La particularité aussi, c'est que j'étais en pension, donc j'étais plutôt, disons, en pension, le garçon parmi les filles. Non, mais du coup, c'est beaucoup moins, c'est très différent en fait. Moi, je trouve toujours intéressant de voir ce que deviennent les personnes qui ont vécu dans des milieux non mixte, et notamment en pension. Je pense que le caractère non mixte d'un lieu comme celui-ci permet aux adolescentes de pouvoir faire des choses sans avoir un regard différent. Mais ça, c'est un autre débat sur la non-mixité des écoles. Enfin, en tout cas, j'ai la perception assez claire que ma liberté d'expression, tout ça vient aussi de cette capacité à l'avoir éprouvée. Et pour ce qui est de chez ma famille, j'avais une assez grosse pression, je dirais, de réussir mes études, mais j'aimais bien ça, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours été... Voilà, non mais bon, j'ai toujours aimé ça en fait, en vrai, même quand il faut faire des devoirs aujourd'hui, je suis toujours la première à dire, allez, on fait des maths. Voilà, donc ça me plaît, je vais pas mentir, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et j'ai senti, au moment, et je pense que c'est le point de bascule de pas mal de femmes, au moment où je suis devenue mère, en fait, mon père m'a dit, bon, tu vas pouvoir lever le pied. Je fais, ah oui. Donc en fait, en gros, tout ça, là, ces longues études, cette exigence de toute une vie, tout à coup est censée s'arrêter au moment où une autre exigence arrive, et donc celle d'être mère. Et j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est assez commun à toutes les féministes, de réaliser, quand elles ont une trentaine d'années et qu'elles deviennent mères, que tout à coup, en fait, là, la différence se creuse. Alors que moi, du coup, j'ai pas eu la perception d'avoir une immense différence, bien sûr. J'étais la fille aînée d'une grande fratrie, et donc je faisais tout, hein, je m'occupais des enfants aussi quand j'étais là le week-end et tout ça, j'ai fait tout ça, mais je me suis jamais dit, tiens, c'est différent, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Alors que quand je suis devenue mère, là, j'ai bien vu que tout à coup, les chemins étaient un peu différents, voilà. Je réponds à cette question. Bah oui, non, mais parce que ça fait partie. Et avant d'être mère, les études, alors tu disais que en effet, tu as fait des longues études multiples et brillantes. Mais il y a une. Alors, je ne dis pas que toi, tu n'as pas fait des longues études multiples. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que vous avez fait à un moment donné les mêmes. Parce que toutes les deux, vous êtes sorties de l'ANSSI. Avant, ce n'était pas des études forcément liées au design. En tout cas, pour la question du design, vous avez fait la même école. Et est-ce que dans cette école, pareil, est-ce qu'il y avait autant de filles que de garçons, et comment est-ce que ça se passait? Est-ce que ça jouait? Est-ce que ça engageait quelque chose de différent? Alors moi, peut-être que j'interviens avant, parce que je suis sortie avant. On était deux filles en fait alors c'est pas des promotions, hein, ça marchait pas comme ça, mais je suis rentrée à l'école, on était
2 filles sur 15, parce que je suis rentrée en février, à l'époque on pouvait rentrer en février, et je suis rentrée avec Inga Sampé. Donc en fait, qui aurait dû être là ce soir voilà. aussi, et puis malheureusement. Donc en fait, c'était ça la proportion, c'était pas encore les 50%, voire les 60% aujourd'hui, donc il n'y avait pas la parité encore à l'époque. À l'école. Alors, on a fait une école qui est bienveillante, qui est un super endroit de développement, etc. Donc, en fait, moi, j'ai jamais senti que j'étais pas à ma place en tant que femme, fille, dans cette école. Au contraire, tout le monde avait sa chance, tout le monde avait la possibilité de développer sa propre approche. Moi, j'ai vécu ces années à l'école avec émerveillement. Je me suis dit, mais pourquoi toutes les écoles ne sont pas comme ça? C'est un peu à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur la transmission, sur la pédagogie, à m'intéresser aux écoles alternatives, parce que je me suis dit, bah oui, en fait, on peut aimer apprendre. C'est pas, il y a des façons de faire qui font une différence quand même. Bah oui. Enfin, je ne sais pas si tu as ressenti ça. Alors, disons que l'ENSI, c'est pas mon. Je trouve que cette école elle est fabuleuse. J'ai pas de commentaires là-dessus. La façon dont c'est organisé, même la liberté de pouvoir travailler le soir, etc., c'est assez extraordinaire. Moi, c'est vrai que j'avais fait 2 écoles avant, donc j'ai pu aussi mettre un peu en perspective. Tu peux dire lesquelles quand même qu'on a un peu de. Tu peux. Donc j'ai fait l'école de commerce, avant j'ai fait l'ESSEC, et après j'ai fait Sciences Po, et après j'ai fait l'ENSI. Donc j'ai travaillé entre deux. Et. Elle est surdiplômée. On voit le résultat des surdiplômés. Non, je sais pas, mais d'ailleurs c'est quelque chose, tu vois, par exemple, quand je suis rentrée à l'ENSI, on m'a cassé les oreilles avec ça. Eh, gna gna gna, tu collectionnes les diplômes, enfin, je mets des pièces dans la machine. Pas parce que tu étais une fille, mais parce que tu étais diplômée. Eh bien oui, en vrai oui. Je te dis, je l'ai ressenti au débarrage, je l'ai ressenti à mon diplôme, je l'ai ressenti à chaque instant, parce que en plus j'ai une tête de fille bonne en classe. Bon voilà, excusez-moi, hein, voilà. J'ai l'air sage. Bon alors ça c'est en fait très vite on voit que je suis pas très sage, mais et de fait c'est quelque chose qui est resté et qui dans ce monde. On vit dans un monde un peu particulier où quand on est bon en classe, on n'est pas censé faire une école de design ni d'art. Enfin, au-delà des. Moi, je me souviens, le jour de mon bac, quand j'ai eu mes résultats, le prof de dessin qui avait surveillé l'épreuve a dit à mes parents il faudrait qu'elle fasse un métier artistique. Il a vu mon carnet de notes, il a dit ah non, d'accord, j'ai compris. Et en fait, c'était évidemment inenvisageable que je fasse un métier artistique dès le départ, alors que j'avais une appétence pour ça, évidemment. Je voulais être ébéniste, enfin voilà. Donc en fait, en vrai, je voulais être chirurgien pour faire à la fois du bricolage et des choses intellectuelles, mais disons que j'ai été amenée plutôt à faire une école de commerce, et je me suis dit, mais l'école de commerce c'est super parce que je peux être entrepreneur de ma propre vie, et quoi que je fasse après, j'aurai cette liberté. Mais du coup, à l'ENSI, j'ai trouvé que c'était assez génial parce que c'était une école très ouverte. En même temps, moi, je travaillais à mi-temps parce que je travaillais chez les Bourroulec. À ce moment-là, j'étais l'administratrice. Je n'avais pas le droit de le dire, je n'avais pas le droit de le faire. Donc, ils m'ont aussi cassé les oreilles avec ça. Donc, j'ai passé 3 années à entendre « Ah, mais Constance, il faudrait que tu te détendes un petit peu. » Parce que là, vraiment, prends le temps un petit peu de faire les choses tranquillement, etc. Alors que moi, j'étais juste là en train de gérer l'agence des Bourroulec d'un côté et de faire mon travail. Et je bossais nuit et jour. Et alors, c'est vrai que j'aime bien travailler et je pense que j'étais entraînée à ça en prépa, etc. Donc, ça ne me posait pas de problème. Mais je trouvais que toute cette espèce d'inertie autour du vas-y, détends-toi, viens prendre un verre et tout ça, enfin, c'est un truc que parfois on oppose. Et je pense qu'il y a un rapport aussi assez fille-garçon là-dessus. Et moi, j'ai trouvé que c'était... Les filles, on dit toujours qu'elles sont sérieuses. Hein. Voilà, donc j'étais sérieuse, oulala. Et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti pas mal à l'ENSI à cause de ça. Mais en même temps, j'ai rencontré des profs géniaux qui m'ont bien sûr ouvert les yeux, donné des possibilités. Et puis on prend à l'ENSI ce qu'on veut bien prendre. Et c'est ça, la richesse de l'ENSI. C'est que c'est comme une espèce de grande palette où finalement, on prend ce qu'on veut prendre. Et on va voir qui on a envie de voir. Donc moi, ceux qui me cassaient les oreilles, j'allais pas les voir. Et les autres, j'allais les voir. C'est juste un accélérateur. Est-ce que tu peut-être une école, en fait Mais du coup, alors en sortant de l'ENSI, est-ce que vous avez quand même le sentiment que le fait d'être une fille devait vous engager à faire les choses d'une certaine manière pour vous faire respecter ou pas, pour vous faire... Est-ce qu'on prend au sérieux de la même manière une fille ou pas? Moi, j'ai jamais pensé à ça, en fait. J'étais déjà dans l'idée de devenir designer. C'était ma préoccupation principale. C'était pas devenir designer femme. Je me suis jamais... Non, mais j'ai jamais... mais on me l'a pas fait sentir à l'école. On ne l'a pas fait sentir après non plus. Mais peut-être que
Voilà, je n'avais pas. Je On me t'a posais. jamais interrogé sur, par exemple, ta capacité à comprendre des enjeux techniques par Non, exemple. pas du tout. Et pourtant, j'ai commencé à travailler à un moment donné avec Starch dans une entreprise où il y avait beaucoup d'ingénieurs, hein, parce que c'était Thomson Multimédia, mais jamais on m'a fait comprendre que j'étais pas à ma place. Jamais. Mais il y a aussi quelquefois une posture, c'est-à-dire que je pense que je ne me laissais pas. Avoir l'air de pas... Voilà, et une autre chose qui est importante de préciser, c'est que je ne suis pas pour le pouvoir. Donc je le disais directement, je suis là pour le projet. Et donc, à partir du moment où on travaille pour le projet, les choses sont un peu plus calmes, parce qu'en fait, en France, on est quand même beaucoup sur des petites luttes de pouvoir qui font perdre énormément d'énergie. Et une fois que ça c'est réglé, on peut commencer à travailler avec les gens qui ont envie d'avancer. Alors, moi, je ne me suis pas non plus posé la question de savoir, avant de devenir designer, si ça allait être compliqué d'être une femme ou pas. Après, en revanche, je le vois tous les jours. J'avais encore une réunion il y a 2 jours avec mon collaborateur, et on est sortis, et il m'a dit « c'est insupportable, il ne parle qu'à moi ». Je veux dire, moi, je m'en rends même plus compte, en vrai. Je veux dire, si je m'en rends compte, et en vrai, j'ai développé une espèce de capacité à dire 10 expressions techniques et à machin. Et finalement, comme j'adore la technique, au fond, ça passe assez vite. Mais c'est vrai que j'ai cette espèce de petit a priori où on démarre, on fait... ça m'est même arrivé dans une réunion, je ne vais pas dire qui, parce que j'adore cette entreprise, mais on fait des recherches comme ça, techniques, machin. Je dis, ce serait marrant qu'on arrive vraiment au bout, etc. Ils avaient fait revenir l'ancien chef d'atelier pour nous aider à réfléchir, et je dessine, et puis d'un coup il me fait « c'est mignon ». Je fais « ah, là, excusez-moi ». Et donc effectivement je l'ai recadré, ça a pris 5 minutes, hein. J'ai dit « écoutez, je crois qu'après on ne va pas s'interroger sur la raison pour laquelle les femmes sont moins souvent designers que les hommes. Je veux dire, regardez ce que vous me dites, est-ce que vous auriez osé dire ça à un homme ?» Et du coup, bon, je ne me suis pas énervée longtemps, parce que, en plus, quand on est une femme, on n'a plutôt pas intérêt à s'énerver dans la vie. Et en fait, ça a duré vraiment 5 minutes. Je lui ai juste dit, bon, vous ne pouvez juste pas me parler comme ça, en fait. Et hop, ça fait redescendre le sujet. Il a compris que ça ne m'intéressait pas non plus, les affaires de pouvoir. C'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est juste, est-ce qu'on va trouver une solution, en fait? Le reste, savoir s'il peut m'expliquer les choses ou pas m'expliquer, ou machin, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'on y arrive, quoi. Mais c'est vrai que ça m'arrive régulièrement. Enfin, je le prends comme une donnée, donc je ne sais pas, quand je vais dans une réunion, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne peux pas le dire à l'avance. Ça dépend des interlocuteurs, ça change, avec le temps ça change un peu, mais parfois je sors de là, je me dis merde, j'ai 45 ans, non merde, j'ai 46 maintenant depuis 2 jours, mais j'ai 45 ans et je suis encore en train de me justifier, ça me fascine, quoi. Mais bon voilà, c'est la vie. On le fait pour les jeunes designeuses qui vont arriver, hein, on continue d'expliquer qu'on peut y arriver, mais... J'ai l'impression que c'est vrai que c'est moins fréquent. Le souvenir que j'ai de ça, c'est que donc, quand j'étais aux Arts Décoratifs à Paris, très régulièrement, je recevais des coups de fil ou de journalistes ou d'entrepreneurs même qui me disaient « bon, t'as des noms de designers femmes là à nous donner ?» Bon, c'était souvent les mêmes qui arrivaient d'ailleurs, parce que évidemment Matali, tout le monde la connaissait, Inga Sampé arrivait très vite, toi t'es un petit peu plus jeune, t'es arrivé très vite après. Bon, et alors la deuxième question qui me rendait dingue, c'était mais alors en quoi leur travail est féminin? Et je me disais mais c'est juste dingue, parce que comment est-ce que jamais d'un homme on dirait mais en quoi son travail est masculin, quoi? Cette question, d'où elle vient cette question, quoi? Et c'est vrai enfin ça fait des années que j'ai plus eu ça, quoi, donc j'ai l'impression quand même que ça bouge. Mais je rebondis du coup par rapport à ça, sur ce que tu disais tout à l'heure, qui était peut-être aussi une attitude. Là, je vais raconter une anecdote où tu m'as vraiment impressionnée. C'est un truc c'est assez personnel, mais bon, en même temps, c'était public, donc je pense que je peux en parler. C'était Popeline. Je me souviens, donc j'étais dans une commission du CNAP. Alors le CNAP, c'est le Centre National des Arts Plastiques. Et en fait, on présente des objets, il y a une commission avec beaucoup de gens sérieux tout autour, qui sont censés dire des choses sérieuses et tout ça. Et Matali, alors je me souviens plus exactement comment, hein, mais tout d'un coup, tu étais avec Popeline et tu lui as donné le sein au milieu de la réunion. Et là, je me suis dit, waouh! Ben oui, mais c'est exactement ce que tu disais il y a quelques minutes en fait. C'est que je pense qu'avec le naturel avec lequel tu l'as fait, ça n'a même pas été une question pour toi. Ah, non. Et alors moi qui était vachement plus... j'avais pas d'enfant à ce moment... si, parce que je devais en avoir, puisqu'on a parlé d'âge d'enfant tout à l'heure, donc je devais, donc c'est encore pire, j'en avais, et j'aurais jamais osé faire ça. Donc je pense en effet qu'il y a aussi un truc très clair par rapport à toi, cette question-là, qui fait que
puisque tu l'anticipes toi-même, du coup, ça envoie un truc qui est... C'est pas anticipé, c'est la Non, vie. non, En c'est fait, comme ça. moi, j'ai Mais- pas envie de travailler avec les gens qui ne sont pas pour la vie, tout simplement. Donc, ça fait une sélection naturelle. Après, ne reste que les beaux commanditaires qui, après, vont pas me reprocher de faire des choses jolies, en fait. Voilà. Ouais. Ou me complimenter en faisant des choses jolies. C'est la fin là, ça y est. Je me souviens même plus de ce passage-là, mais je Non, l'ai c'est fait, pour ça je l'ai que fait, tu t'en souviens ouais, pas, je l'ai quand fait même. dans des entreprises aussi beaucoup plus. Moi, je m'en souviens, j'étais à la fois hyper impressionnée et en même temps avec le sentiment de se dire, mais en fait, c'est très naturel. Donc c'est peut-être juste ça, en fait, le fait de... Mais c'était un truc, quoi. Ça allait pas de soi. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de... Enfin bon, c'est peut-être pas une question d'ailleurs. C'était juste que... Non, effectivement. Alors, on va pas Je on va retire pas ma commencer question. à comparer Non, comme ça. je retire ma question. Je retire ma question, mais en tout cas, voilà, c'est une sorte d'anecdote qui était quand même pour moi assez frappante et que je pense qu'il raconte quand même quelque chose de la façon dont on s'impose, dont on impose par rapport à cette question de certaines différences. Après, en effet, Moi, je crois que ça suffit pas, en fait. Moi, je pense que d'arriver de façon ferme et même d'être technique, même d'être forte, même de ne rien dire, parfois ça ne suffit pas. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai pas beaucoup racontée en public. Comme je viens de livrer cette C'est bien, ça me fait des bons souvenirs. Oui. Alors moi, c'est pas un bon souvenir, hein, mais non, mais je vais la raconter parce que je pense qu'elle est quand même, elle dit des choses de ce qui peut se passer encore aujourd'hui. Enfin, donc vous me voyez, j'ai pas l'air d'un oiseau tombé du nid, j'ai l'air plutôt d'être quelqu'un de déterminé, et je vous confirme que je le suis. Hein. Oui, on peut le confirmer. Voilà. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai fait une exposition dans un endroit. On fait le vernissage le soir. On fait le vernissage près d'une piscine. Une exposition en fait où j'avais beaucoup travaillé. Et on sait ce que c'est que de faire une exposition personnelle. En fait, on est évidemment sollicité énormément. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'énergie. Et j'étais présidente du jury qui était lié à cette exposition. Et en fait, le vernissage se passe et tout à coup, le chef de l'endroit qui m'accueillait prend le stagiaire, prend un stagiaire et le met à l'eau, dans la piscine. Oui, tu te souviens. Est-ce que tu crois que ce serait arrivé à un homme? Voilà. Et donc le stagiaire sort de l'eau et le chef lui dit c'est pas moi, c'est Constance, parce que je suis quelqu'un qui fait facilement des blagues, donc on avait fait semblant avec mes amis de faire voilà, on se poussait comme ça quoi. Et le stagiaire vient me voir, un stagiaire franchement épais comme un sandwich chez SNCF quoi. Donc moi je me suis dit moi Constance 20 ans de handball, ça va pas le faire quoi. Et en fait même 20 ans de handball sur des talons etc. Le stagiaire me prend, je me bats avec lui. Il me met à l'eau, sous les applaudissements de 300 personnes. Moi, je pose juste la question. Est-ce que ça aurait pu arriver à l'autre président de jury, qui était un homme? Est-ce que tu penses que ça aurait pu arriver? Est-ce qu'à un moment donné, en dépit, et quelqu'un m'a dit, et une femme m'a dit, ça ne serait jamais arrivé, je suis trop autoritaire. J'ai fait, waouh. Alors là, je pense ne pas être quelqu'un d'autoritaire au sens négatif du terme, mais être quelqu'un de vraiment déterminé, et je vous prie de croire que c'est vrai, et bon voilà. Eh bien, quand même, ce jour-là, je me suis dit, ben voilà, malgré tout, malgré le respect qu'on peut inspirer quand on a fait quand même son exposition personnelle, qu'on est président du jury, à un moment, si quelqu'un doit passer à la flotte, c'est pas l'autre président du jury, c'est la fille. Non, ils avaient peut-être plus envie de jouer avec toi. Mais jouer avec moi, mettre une femme dans une piscine, c'est jouer avec une femme? Non, j'essaie de me projeter. C'est vrai Il que... y a 10 femmes qui sont venues me voir en disant Constance, j'aurais pleuré à ta place, etc. On est vraiment désolé. Je pense qu'aucune femme ici n'a envie d'être jetée à la piscine le jour de son vernissage, avec des talons et avec sa robe. Je pense que personne. Oui, non, c'est sûr. Non, mais personne. Ah non. Devant 300 personnes. C'est pas humiliant? Ouais. Si, c'est humiliant. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis une femme forte, hein. Je suis sortie, j'ai replongé et je suis partie. Voilà, parce que c'était la seule façon, parce que si vous vous énervez, vous êtes une conne. Si vous dites... non mais c'est ça. Si vous mettez une baffe, vous êtes une conne. Et en fait, quand même, ce jour-là, je le dis. Alors, on m'a dit, non, t'es trop féministe, t'as vu ça, machin, etc. Tu vois, mais ils n'avaient pas envie de jouer avec moi. Qu'est-ce qui, au fond, peut justifier qu'on ait envie de jouer avec une femme de 45 ans? Parce que j'ai pas 12 ans non plus, quoi. Je veux dire, et de la mettre à la flotte. Oui, d'accord, j'ai une coupe de cheveux de 12 ans, très bien. Mais je veux dire, à quel moment on peut se dire ça? Eh bien, en fait, je pense que c'est pas volontaire, mais c'est inconscient. C'est possible.
C'est possible parce que je suis moins costaud, parce que machin. Aussi parce que je suis pas quelqu'un, justement, j'étais plutôt sympathique avec ce... Voilà. Si j'avais été odieuse, je pense que jamais il ne m'aurait approché et il m'aurait jamais mise à la flotte. En l'occurrence, quand même, et j'aime bien cette démonstration parce que quand je fais des dîners en ville où des femmes me disent « Ah mais non, mais après on passe pour des femmes faibles, du coup faut pas dire que machin, et en fait faut pas nous faire passer pour des victimes », je dis « En fait je suis pas une victime, je me sens pas une victime. Moi je suis prête à casser la gueule à n'importe qui m'emmerde. Vraiment, je le dis. Mais ce jour-là, ben en fait, même si j'avais eu envie de lui casser la gueule, j'ai essayé, hein, mais j'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce que j'étais moins costaud. Parce que je suis une femme. Fin de l'histoire, tu vois. Et donc on peut se dire, non mais c'est vrai, c'est une anecdote qui est un peu trash comme ça. Oui, je sais pas quoi. Mais honnêtement, je ne l'aurais pas vécu, je ne l'aurais pas cru. Ouais. Et je me serais dit, telle cette femme qui m'a dit, moi je suis trop autoritaire, je me serais dit, ça peut pas m'arriver, je suis trop autoritaire. Et ben, voilà. Ça m'a appris 2-3 choses. Voilà. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut défendre, c'est pas être plus autoritaire. C'est arriver à faire passer les choses justement avec calme. Et en dépit de ça, ne pas s'énerver et se dire qu'en fait, quand même, ce qui compte, c'est le soft power, c'est l'intelligence du projet, c'est l'intelligence des moments, etc. Mais ça m'a pris un petit peu de temps pour avaler la couleuvre. C'est l'éducation, du coup, qui compte. Et alors, du coup, sans parler de l'éducation de vos propres enfants, quand vous faites des projets à destination des enfants, est-ce que ça, c'est une donnée qui traverse, par exemple ? Le fait de faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'il n'y ait pas de différence, pour que, je ne sais pas, en tout cas, est-ce que c'est une chose qui vous traverse l'esprit ? Tu veux commencer ? Non, vas-y, je te dis ça. En fait, je vais diviser les choses un peu. Juste parce qu'on est d'accord que c'est peut-être quand même l'éducation, certainement ce qui va compter le plus, puisque la façon dont une mère élève son garçon, son fils et sa fille, ça jouera sur les rapports. Enfin voilà, c'est peut-être quand même ça un des leviers en tout cas, l'éducation. Bon, en vrai, c'est vrai que moi j'adore faire des expositions qui sont accessibles. Quand je fais une exposition de mon travail, j'essaie toujours de mettre des choses pour les enfants, etc. Mais c'est plus parce que j'inclus une espèce de variété aussi de regards, qu'ils soient ceux des enfants ou ceux des gens qui ont moins de codes pour comprendre les choses. Je veux dire, on peut apprécier, parfois des expos de designers, c'est quand même vraiment très ennuyeux. On va pas se mentir, ça peut être vraiment très ennuyeux. Jamais ici. Hein. Non, excuse-moi, mais ça peut l'être en fait, vraiment. Et du coup, moi j'essaie toujours de mettre à la fois quelque chose, d'être à la fois amusante, en même temps de proposer des choses intelligentes, de donner beaucoup de contenu avec une grande profondeur, mais en même temps beaucoup de légèreté. Et en fait, c'est cet équilibre-là que j'essaie de trouver. Dans la Philharmonie des enfants, ce que j'ai aimé, c'est le challenge en fait. C'est de faire des objets dont je ne savais pas quels objets ils allaient être. Donc, on se dit, on va faire un objet qui va montrer le mouvement de l'air dans les tuyaux. Je veux dire, donc après, la donnée, c'est pour les enfants. Moi, ça m'amuse parce que j'ai un côté très ludique en fait. J'aime jouer, c'est sûr. Mais ce qui m'a intéressée, c'est vraiment la difficulté de ce sujet, de se dire, on va faire un objet qu'on ne va pas expliquer, qui va être pour des enfants, sans médiation, et ils vont devoir jouer avec et voir comment ça marche et comprendre l'effet de l'air dans la musique. Où là, par exemple, la map monde, en fait, on est sur un objet qui est extrêmement ludique. Vous voyez, il n'y a pas de mise à distance, il y a une fausse mise à distance. Je suggère de ne pas passer, mais je n'interdis pas de passer. Je n'ai rien mis sous plexi dans cette exposition. Je n'ai rien protégé réellement. J'ai fait en sorte que tout résiste ou que l'enfant... Alors, il y a toujours un enfant qui va passer, qui va mettre ses doigts, mais pour un enfant qui passe et qui casse vos néons, là, eh bien, il y en a 200 qui ont profité, ou 1000 qui ont profité de la chose sans plexiglas. Donc c'est aussi une donnée, je dirais, que ce soit un enfant ou un adulte, il y a aussi plein de personnes âgées qui cassent les trucs parce qu'ils font pas gaffe et qui se cassent la figure dans les choses. Donc en fait, non mais c'est vrai, ça arrive très souvent en fait. On voit beaucoup de vidéos comme ça où il y a toujours un monsieur avec sa canne et en fait il se casse la figure dans l'œuvre et en fait c'est pas pire qu'un enfant qui va toucher le truc. Bon voilà. Et en vrai, moi c'est vrai que ça me plaît beaucoup les projets pour les enfants. En revanche, ce qui ne me plaît pas, voilà, c'est quand je vais voir un éditeur qui me dit « Ah, vous faites des lampes ». J'ai pensé qu'on pourrait faire une collection pour les enfants. Et là, je me dis, bon, écoute, en fait, est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire plein de choses et peut-être une collection pour les enfants? Ou est-ce que vraiment, parce que je suis la seule fille de ton catalogue, il va falloir que je fasse la collection pour les enfants? Et ça c'est le moment où quand même, je me dis, j'essaie toujours de ramener à l'universel. Est-ce que vraiment on doit dessiner pour les enfants,
pour que ce soit bien pour eux? Ou est-ce qu'on ne peut pas leur dessiner des choses qui seraient bien pour les adultes et qui seraient bien aussi pour les enfants? Est-ce qu'on est obligé de se dire que tout doit être un peu avec des couleurs, des grosses pattes, des gros machins pour que ça corresponde aux enfants? Oui, pour des raisons de sécurité. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ou est-ce que les enfants, nos enfants, on les éduque pas avec des choses au contraire qui sont d'une telle beauté qu'ils n'ont pas envie de les casser parce qu'ils le voient et que c'est évident et qu'en même temps ça passe? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut arriver à chercher plutôt que de se dire je vais faire d'un côté les enfants, de l'autre côté les adultes? Et moi, c'est vrai que ça, il y a des moments où, évidemment, on est pour les enfants et les adultes, mais moi, j'aime bien la philharmonie des enfants. Mais en fait, les adultes s'éclatent. Et en fait, ça, c'est plus intéressant encore d'avoir tout le monde qui s'amuse, d'avoir une interaction enfant-parent, etc., que d'avoir un truc qui est dédié comme ça, définitivement. Enfin, voilà, bon, c'est bon. Oui, ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen pour que des familles viennent Exactement. ensemble. Et c'est ça qui est marrant, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que, bon, vous avez vu, je suis pas un oiseau tombé du nid, je suis pas très pas autoritaire. tellement répondu à ma question, quand même. Ah, c'est quoi la question, pardon? C'est l'éducation. Est-ce que du coup, cette question de transmission, est-ce que quand tu réfléchis à un projet à destination quand même des enfants, ou des adultes si tu as envie de les inclure, est-ce que tu te poses cette question de est-ce que je peux en profiter pour essayer de mettre tout le monde au même niveau et de se dire que cette question de fille, garçon, c'est peut-être un moment tu veux dire où c'est une question de genre, c'est ça ta question? Ah, c'est une question de genre. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est pas un moment où on peut justement faire passer des choses ou pas, biaiser les codes de couleur? Je ne sais pas si c'est encore court aujourd'hui les codes de couleur ou pas. J'y pense même pas en fait. Je veux dire, Bah oui, justement, est-ce que tu penses ou est-ce que tu penses pas? Est-ce que tu le choques comme un truc, un moyen de faire avancer les choses ou pas du tout? Bah, en fait, je fais des choses déjà, j'essaie de faire des choses un peu universelles, mais c'est vrai que les codes couleurs, enfin, moi, franchement, j'aime autant le rose que le bleu, que le jaune, que tout ça. Enfin, Je sais même pas si ça existe encore. Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui on dit encore que les filles ont certaines couleurs et les garçons d'autres? Je sais pas si ça existe encore ou pas. Mais on le dit plus. Je vais te dire un truc. J'y pense pas forcément pour les enfants. J'y pense pour les adultes dans les logiques de marché. C'est quand tu parles avec un éditeur, que tu fais ton objet, donc on me dit toujours tu fais des objets en couleur, etc. Non, c'est pas vrai, je fais des objets sans couleur, et à un moment donné, je choisis de faire des couleurs. Bon, ça c'est ma façon de faire, tout le monde n'est pas comme ça, mais voilà. Et donc à un moment donné, on choisit des couleurs, et donc on fait... Et donc moi, évidemment, j'aime le rose. Enfin non, ça c'est trop féminin, etc. Donc en fait, on a toujours une recherche d'équilibre pour avoir une dimension unisexe, et essayer d'équilibrer. Et donc là, c'est vrai que je trouve que le monde est assez genré chez les adultes, en vrai. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui acceptent d'acheter des choses roses et des femmes qui acceptent d'acheter, enfin aussi, on est un peu plus ouverte, pardon, je rigole. Mais je veux dire, c'est vrai que ça, on me renvoie souvent le fait que mon travail est féminin et que du coup, c'est un peu moins universel, etc. Oui, ça, on me le renvoie tout le temps. Enfin, ça c'est très souvent, enfin, je veux dire... Encore aujourd'hui, mon kiné m'a dit, j'ai le dos bloqué, hein, pardon, moi j'ai pas de problème de voix, mais il m'a dit, ma fille aime beaucoup votre travail, c'est très féminin. Je fais, bon, bah oui, très bien, enfin, ok, j'ai pas de problème, enfin, moi je laisse parler, enfin, tu vois, je suis au-delà de ça, quoi. Enfin, j'ai même pas envie d'argumenter, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas du tout cette... Je ne pense pas que je pense au genre pendant que je fais un projet. J'ai fait des projets assez particuliers. Par exemple, j'ai fait la Maison des Petits au 104, qui est une maison verte déjà. Donc c'est un protocole un peu particulier d'accueillir les petits et les parents. C'est toujours les deux en fait. Hein. C'est jamais dédié aux enfants tout seuls. C'est toujours les deux. Déjà, c'est plus intéressant. Et là, en fait, la question était plus de se dire comment on va accueillir, alors c'est pas la photo là, hein, mais comment on va accueillir les bébés parmi les enfants qui marchent. Voilà, c'est des questions comme ça qui sont plutôt intéressantes. Et donc là, j'ai eu cette idée de faire le nombril, qui est en fait un endroit où les mamans vont avoir et les papas d'ailleurs, vont avoir, et les grands-parents aussi, parce qu'ils viennent, ils vont avoir la confiance pour poser le bébé au centre, et voilà, une protection, s'en occuper, sans que les autres petits, puisque c'est un espace ouvert, viennent en fait les déranger, etc. Et c'est la seule interdiction du lieu. Je n'ai pas eu une seule remarque sur des angles à couper, etc. Parce qu'en fait, je travaillais avec quelqu'un qui dirige ce lieu et dont il n'était même pas question d'en parler. Parce qu'en fait, voilà, c'est l'apprentissage des risques, c'est l'apprentissage des risques. C'est pas, voilà, c'est des endroits un peu particuliers où en fait, voilà, ici, c'est les mêmes principes que chez Montessori. On va travailler avec... on va leur donner une dinette en céramique pour qu'ils éprouvent le fait que la céramique, c'est fragile. L'espace va être pareil. Donc, en fait, c'est plutôt des notions comme ça, des logiques qui sont pensées. C'est pas...
Les couleurs, moi, je les utilise beaucoup aussi, mais c'est pas du tout dans l'idée c'est plutôt pour évoquer, pour voilà, une façon symbolique de voilà, convoquer la symbolique, apporter des aspects sensibles, en fait, c'est ça. Mais donc, je n'ai pas du tout Il y a juste quand j'ai fait l'école de Trébedan, qui n'est pas non plus en photo, je ne crois pas. Là, je me suis posé la question parce qu'en fait, tu peux nous dire juste 2 mots parce que comme donc c'est un projet, ça va être très très difficile en 2 mots. C'est un projet avec la Fondation de France de rénovation d'une petite école dans un petit village de 360 habitants. Il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien. C'est l'école qui tient tout le lien du village et des institutrices qui sont formidables, qui pendant 10 ans ont remis un peu tout le monde ensemble. Elles font venir le 3e âge pour faire les cours d'histoire. C'est un lieu formidable et en fait au milieu de cette école il y a un algéco où une des classes est dans l'algéco, il pleut dedans, il fait froid, personne ne dit rien sinon ça veut dire on ferme l'école. Et alors à un moment donné ils se sont dit peut-être qu'on peut quand même entamer un projet pour voilà, et donc là je suis arrivée pour rénover, donc c'est un projet qui a duré 7 ans, donc tout est pour tout. Et donc là je me suis posé la question de dire dans les écoles, dans la cour, c'est vrai que le football prend énormément de place, et ça, on le sait, par rapport aux pratiques des filles. Et donc, je n'ai pas, organisé un lieu spécifique pour le football. En fait, ça n'a pas été des faits comme ça. Il fallait vraiment partager la cour. Et ça, on en a parlé ensemble. C'est le seul endroit où on a parlé, en fait, de questions de genre dans un des projets. Ça veut dire que c'est encore présent, du coup, chez les enfants, les jeux de filles, les jeux de garçons. Les jeux de ballon, c'est sûr que c'est présent. Ouais. Mais c'est vrai, du coup, moi je suis d'accord avec toi, quand on est sur les enfants, moi j'ai pas de sujet de couleur. C'est presque les adultes, en fait, au moment du marché. C'est vraiment l'édition, pour moi, où il y a un sujet. Moi, j'ai pas d'effet de couleur. Maman n'a jamais demandé de changer ma couleur de ce... Voilà. Moi, je ne... C'est pas une donnée. En fait, c'est une logique. En fait, donc, on l'apprend pas, mais... On ne va pas commencer à changer la couleur du orange, non. Elle est là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais un objet destiné à la vente, c'est ça dont je parle, moi. Oui, c'est le moment de l'édition du marché. Ouais, là, c'est pas... Non, mais c'est pareil. En fait, je donne une logique. Et normalement, la couleur, elle fait partie de la logique. Donc, en fait, tu peux quelquefois avoir dans la gamme une couleur un peu neutre, et puis après, des couleurs qui sont plus affirmées. Voilà, ça se tricote comme ça, mais c'est pas... Voilà, mais moi, la couleur, c'est pas un débat. Il ne faut pas le laisser en débattre parce que sinon, voilà, c'est tellement subjectif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, c'est pas, il faut pas et ça doit accompagner la logique. Et là, c'est imparable. Moi, voilà, ça. C'est subjectif, mais pour toi, ça n'est pas du tout. Enfin, je sais rien, je dis ça, mais je pense que pour toi, c'est un vrai choix, non Ah non, pour moi, c'est un vrai choix. Je sais exactement pourquoi je choisis ces couleurs-là, mais en fait, après, dans la communication, c'est comme le graphisme. En fait, tout le monde a l'impression qui sait, en fait, voilà, mais non, c'est un vrai, voilà. Il y a des raisons, il y a des logiques. Alors ça, c'est une halte pour femmes dans les carreaux du Temple. C'est un très beau projet, en fait, parce qu'en fait, c'était le carreau du Temple ont accueilli les femmes SDF pendant la pandémie. Et en fait, quand les activités sont revenues, ils se sont dit, mais on ne peut pas juste leur dire, non, maintenant, il n'y a plus de place. Donc, en fait, ils ont fait une place pour les femmes SDF. Et non seulement ils ont fait une place, mais en même temps, ils se sont dit, il faut qu'on leur donne vraiment un lieu dessiné, voilà, parce que c'est déjà un lieu qui est très, très bien qualifié, tout en bois, etc. Et l'idée était de dire que... Et les personnes, c'est avec une association qui s'appelle Aurore, et ils disaient vraiment, rien que le fait que les femmes puissent venir dans ce lieu, ça faisait baisser toutes les tensions. Et il y avait un travail beaucoup plus simple à faire avec les femmes. Et voilà, donc en fait, il y a des structures pour pouvoir discuter derrière un peu en intimité, parce que chacun a des parcours de vie un peu particuliers. Il y a un endroit où on peut se laver, un endroit où on peut laver son linge, et il y a surtout un endroit où on peut dormir, parce que les femmes qui n'arrivent pas à trouver de lit, ça c'est un accueil de jour, hein. Les femmes qui n'arrivent pas à trouver de lit la nuit, elles marchent pour ne pas se faire agresser. Donc en fait, ça veut dire que la journée, il faut qu'elles récupèrent. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu ça la réalité. Et donc là, c'est un endroit où elles viennent se poser, petit déjeuner, elles ont une écoute, on va les aider à trouver un lit le soir, et elles viennent raconter justement derrière les structures un peu leur projet de vie, un petit peu en intimité. Voilà.
projet très contraignant qu'on doit pouvoir pousser, mais parce qu'on est dans des circulations assez grandes, mais voilà. Et donc ça, c'est un projet qui est pérenne aujourd'hui. Oui, Ouais, ouais. c'est pérenne. Et donc, on voit bien là, en effet, je reviens sur ce sujet, mais c'est vrai que après, je vais arrêter de vous parler femmes, parce qu'en fait, voilà, on a des... Mais, moi, j'aime bien faire des projets comme ça, cas, donc, qui sont dans le social. Ouais. Je considère qu'en France, on a cette chance de pouvoir lier le social et l'artistique, ce qui est très rare quand je vais montrer mon travail. Par exemple, aux États-Unis, ça n'existe pas. Les gens me regardent, mais ils me disent, mais voilà, c'est soit social, c'est soit artistique. On ne peut pas mélanger les deux. Ou alors, c'est c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et souvent, moi je n'étais pas consciente de ça, mais je m'aperçois qu'en France, on a cette capacité-là, on a cette possibilité encore, et donc il faut que nous, designers, et que vous tous en charge de projet, puissiez en fait défendre cette partie, qu'elle puisse rester vivante en fait, dans notre culture. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. On avait un projet ici au SAMU social de Bordeaux et qui a été difficile à mettre en route avec un designer. C'était un long process et puis j'ai l'impression qu'en effet, changement de directeur, disparition du projet. C'est vrai qu'on bataille quand même encore pas mal pour que ces projets sociaux puissent être accompagnés d'un artiste ou d'un designer dans la démarche. C'est quand même... C'est pas très simple. C'est des volontés individuelles. De toute façon, rien ne se fait s'il n'y a pas une volonté individuelle. Voilà, ça dépend des gens. Donc en fait, il faut rencontrer les gens et leur parler. C'est tout. C'est pas d'autres volontés. C'est pas possible. Oui, mais est-ce que parce que ce lieu-là, il faut le gérer après. C'est pas juste dessiner. Hein. Oui, donc c'est là où il y a en effet. Il faut le faire ensemble, sinon. Mais le fait en effet des rencontres avec des gens particuliers, je pense qu'en effet c'est une réalité pour ce type de projet, mais je pense que c'est une réalité pour tous les projets. Est-ce que de toute manière, en effet, on n'avance pas dans son parcours et dans son chemin grâce à des rencontres? Est-ce que c'est pas des rencontres qui, à un moment donné... C'est toujours des rencontres. Ouais. Ça l'est tout le temps. Alors, moi, je fais que des rencontres. En fait, un bon projet, c'est pas qu'un bon designer, c'est aussi un bon commanditaire. Et c'est encore plus vrai en architecture. Néanmoins, moi, c'est marrant parce que je suis d'accord que c'est toujours des rencontres, mais parfois les rencontres ont besoin d'être un petit peu bousculées. Parce qu'il y a encore beaucoup de réticences. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez revendicatif par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de réticences, beaucoup d'a priori sur le fait que le design va coûter cher, que c'est pas adapté, etc. Et il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des commanditaires qui n'étaient pas encore sûrs, qui n'avaient pas encore bien compris que ça pouvait changer les choses. Ou qui avait un début de réticence. Tu vois, tout à l'heure, je disais, le mec s'est foutu de ma gueule en me disant c'est mignon. Je veux dire, lui était en réticence, mais ses chefs étaient plutôt réceptifs. Et à la fin, on a gagné le projet et ça les a fait changer. Et en fait, avant moi, ils n'avaient jamais travaillé avec un designer. Mais comme il y a ces a priori, en fait, moi, parfois, je cherche aussi à les bousculer. À dire, en fait, on doit investir aussi les endroits qui ne sont pas défrichés. Les PME qui ne font pas appel à des designers, qui n'ont pas encore compris que ça pouvait changer. Et c'est vrai que du coup, je me confronte assez souvent à des a priori, à des difficultés de cet ordre-là. Et je ne suis pas toujours avec les meilleurs commanditaires, mais parfois j'avoue que j'aime bien ça aussi parce que je me dis, on va prouver que ça peut changer. Vraiment, et quand on a un commanditaire qui est très éclairé, c'est vrai que c'est extraordinaire et on va beaucoup plus loin. Mais moi, j'aime bien avoir les deux, en fait. J'aime bien avoir des commanditaires fabuleux, qui comprennent tout, qui respectent, à qui on peut dire « je pense que cette couleur, elle est vraiment bien, etc. » Et j'aime bien aussi pouvoir persuader quelqu'un que, en fait, non, je suis sûre que c'est vraiment ça. Mais l'écouter par rapport à son marché, regarder le marché général, parce que je suis vraiment... j'aime bien dire que je suis un designer grand public, en fait. J'aime bien faire des objets vraiment qui rentrent chez les gens aussi. Et je pense qu'on peut persuader avec des choses, des personnes qui n'ont pas l'habitude de ça. Et ça, j'y crois énormément. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'à la fin, quand même, ça marche, quoi. Il faut que la personne soit assez éclairée pour le comprendre, ou en tout cas pour être capable d'être convaincue. Mais je crois qu'on a encore tellement de travail, nous les designers, à faire dans les territoires, auprès de PME qui ne savent pas encore que le design peut changer la vie, peut changer le cours de leur industrie, etc. Que malgré tout, et c'est vrai que je me vois un peu comme un moine combattant parfois, malgré tout, j'y vais et je me dis, mais non, il faut vraiment qu'on les persuade. Et je me prends des vents, c'est difficile, etc. Mais je me dis, si j'arrive à les convaincre, en fait, si on arrive à faire un bon projet et que ça change quelque chose,
Je pense par exemple à l'entreprise de mobilier liturgique avec laquelle j'ai fait les bancs de Saint-Eustache. Ils n'avaient jamais travaillé avec un designer. Et bien en fait, ils m'ont dit, mais ça change tout. Alors qu'ils avaient fait des bancs, etc., de nombreuses fois. Et en fait, c'est un banc qui a été dessiné, qui est donc réversible et empilable, donc on peut bouger le dossier et en même temps on peut l'empiler. Et en fait, je pense que ça a vraiment changé leur perception, mais ils n'avaient jamais fait ça. Et ils étaient au début rétifs, en fait. On leur a dit, il faut que vous candidatiez avec un designer. Je dis, mais on ne sait pas faire, etc. Et en fait, ça s'est bien passé. Mais à la fin, ils m'ont dit, mais on ne peut pas faire plein d'autres choses ensemble. Et je me suis dit, bon, ok, même si c'est pas moi, même si c'est d'autres qui font des choses avec eux, bah en fait, peut-être en faisant ça, on ouvre la voie. Et finalement, bah, y a 800 personnes qui s'assoient en même temps et qui profitent de ça. Et ça, c'est quand même génial de pouvoir faire des projets comme ça. Et quand tu dis en effet expliquer que le design peut changer la vie, comment en effet on arrive à expliquer, c'est abstrait de dire le design peut changer la vie, puis surtout on n'est pas très sûr d'être entendu quand on dit ça. Donc je pense que toutes les deux c'est une chose que un sentiment que je pense que vous partagez, le fait que le design puisse changer la vie. Ah non. Non, pas du tout. Non, on n'en est plus là. La manière de vivre alors peut-être. On n'en est plus là, on a des... Voilà. Le design, ça doit se trouver... Enfin, maintenant, ça doit servir à autre chose. On n'est plus dans l'urgence de sauver la vie, là. Il faut braquer complètement, il faut changer de logique, voilà, on n'en est plus à changer la vie. Alors on en est où? On en est à déjà se transformer nous-mêmes pour arriver à comprendre ce qui se passe, donc faire un énorme travail de reconfiguration. Et on en est justement à essayer d'inscrire ces nouvelles logiques, alors dans des contextes où il y a déjà des choses installées, déjà des prémices de compréhension, etc., pour avancer et agir. On en est là, on n'en est pas... Enfin, moi, j'ai changé complètement d'attitude par rapport à cette idée de... C'est quoi la différence par rapport à changer la vie, du coup? Mais c'est parce que changer la vie, c'est pas... On n'est pas des sauveurs dans le sens où... J'ai pas dit sauver la vie, j'ai pas dit sauver la vie. Mais bah non, changer la vie, pourquoi? Enfin, dans quel but, en fait, hein? Alors, ça moi, je pense qu'il faut changer de système, c'est plus changer la vie, en fait, c'est ça. La différence, ça serait là. Et alors, du coup, changer de système, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une question... je pense qu'on a tous conscience, en effet, qu'on est dans un système un tout petit peu... On va vers la fin. Mais alors, du coup, le design... voilà, c'est compliqué. En fait, on donnait la définition du design, quand même, que c'était en fait améliorer l'habitabilité du monde. Alors, je ne sais pas si on a vraiment ouvert les yeux, mais alors là, on est quand même mal parti, parce qu'on n'en est plus là non plus. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faut... Enfin, voilà. Déjà, c'est l'exemple. Moi, j'expliquais mon métier comme ça. Globalement, c'était améliorer l'habitabilité du monde. Mais on ne peut plus dire ça. C'est plus possible. Hein. On est passé à un autre stade, là. Moi, je disais résoudre des questions ou des problèmes. Ça, on peut encore résoudre des problèmes. Ah non. Alors là, on ne va pas résoudre les problèmes de tout le monde. Non. On est plutôt dans l'idée de proposer des choses, tu vois, des systèmes, des choses comme ça qui vont... Mais pas résoudre les problèmes. Non, ça c'est non plus. Mais est-ce que quand tu travailles, quand tu participes à la rénovation d'une école, tu ne résous pas un problème qu'ils avaient un peu quand même? Non, parce que j'essaie de proposer une logique. Alors, bien sûr, ça va résoudre des problèmes, mais la façon d'aborder les choses n'est pas la même. Hein. Donc, moi, je ne vais pas... je veux pas. Alors là, je pense que considérer que le travail de designer, c'est juste résoudre les problèmes, c'est déjà trop tard en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas là qu'il faut intervenir en fait. C'est en amont en fait. C'est plutôt accompagner vers d'autres choses que résoudre le problème. Je pense que résoudre des problèmes permet de montrer qu'on pourra après accompagner. Et en fait, parfois. Je donne un exemple un peu idiot, mais moi, très souvent, on m'appelle quand un bâtiment est fait et que l'architecte ou la personne qui est en charge du bâtiment n'a pas pensé à la zone d'accueil et que du coup, ça ne fonctionne pas et que du coup, ça ne marche pas et que c'est froid et qu'il y a un problème acoustique et qu'il y a un problème de lumière, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est tard et il aurait fallu qu'il se pose la question avant. Mais en même temps, moi, je suis face au sujet, problème. Et je me dis, si j'arrive à lui faire comprendre là en faisant ça et en montrant que si on avait anticipé tout ça, ça peut être mieux. Et si j'arrive à faire un projet qui change justement cet espace, et bien la prochaine fois en fait, parce que je pense qu'il y a vraiment on a des temps en fait, on a des temporalités. Il y a des gens qui sont prêts à le faire dès le départ et puis il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Et ça on doit le faire comprendre. Et c'est en faisant et en résolvant des problèmes pour moi qu'on peut le faire comprendre en fait.
Et tu as raison, c'est trop tard. On doit proposer aussi d'autres choses. On doit montrer la voie par ailleurs. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais en fait, quand même, cet accueil, en fait, je ne peux pas laisser ça comme ça, en fait. Je ne peux pas le laisser. Il faut qu'on arrive à accueillir, il faut qu'on arrive à être chaleureux et il faut qu'on emmène ailleurs. Mais alors, en effet... Oui, mais je ne peux pas me lever le matin en me disant que je vais résoudre le problème. C'est pas... Non, mais alors, ça ne du me coup, porte pas. est-ce que du coup, pour pouvoir faire ton métier à ta manière et comme tu as envie de le faire, est-ce que le fait de rencontrer les gens, d'anticiper avec qui tu vas avoir envie de travailler, enfin, de créer des contextes avec qui travailler, fait partie déjà de la démarche? En fait, moi, j'ai fait l'effort de faire une approche assez singulière, j'espère. Et en fait, les gens qui viennent me trouver aujourd'hui, c'est pour quelque chose de cet ordre-là. Et de plus en plus, avant, j'avais pas forcément... l'argument de dire mais non, on va pas faire ça parce que voilà, mais maintenant je vais passer toute mon énergie pour changer. Je vais plus tergiverser, on n'a plus le temps, tout simplement. Donc je vais travailler avec les gens qui ont déjà une conscience de la situation de notre monde et je vais me dédier à ça fortement là maintenant. Je pense qu'il y a l'énergie, il faut la conserver. Alors passe ce projet de musée mobile d'art contemporain. Ça, c'est un projet qui date de 2017. C'est un projet qui a été initié par Ingrid Brochard, qui en fait a eu cette très belle idée d'aller, de faire un outil pour les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, c'est-à-dire que dans chaque région, on a une collection d'art contemporain. Ils ont en général un lieu associé, mais leur mission, c'est aussi de montrer les œuvres dans tout le territoire. Et en fait, il y a très peu de lieux qui sont où on peut montrer de l'art contemporain aujourd'hui. Donc l'idée, ça a été d'aller vers ces lieux en aménageant un camion. On voit ici l'intérieur, donc c'est comme un petit cabinet de curiosité. Là, l'idée, c'est que c'est d'abord destiné aux enfants et les enfants vont venir avec les parents montrer l'exposition le soir. Et donc, c'est un camion qui s'expanse avec 2 tiroirs et en même temps, je ne sais pas si tu veux, j'utilise la force hydraulique en fait pour ouvrir en fait ces panneaux, vous voyez de chaque côté, et proposer une assise pour accueillir. Donc voilà, c'était l'idée aussi de faire que ça devienne un événement quand on arrive un peu à l'image d'un cirque dans un village. Et pour pouvoir en fait accueillir avant de rentrer dans l'espace de démonstration. Voilà, ça c'est des très beaux projets parce qu'il y a une certaine complexité en effet. Là, il a fallu changer le châssis même du camion parce qu'il fallait passer le système de ventilation, donc ça a été très compliqué de régler tout ça et un peu cher aussi en même temps. Oui, en effet. Mais ça, pour avoir une qualité, je veux dire, d'accueil des œuvres d'art, comme un musée en fait, c'était ça la contrainte. Un musée mobile. Oui, musée mobile. Qui répond quand même en effet. Et en fait, c'est assez pratique, il peut se déplacer vraiment tous les jours, il n'y a pas besoin d'avoir un régisseur. Dans tous les, là, je ne sais pas où il est actuellement. Comment? Mais je veux dire, ils arrivent vraiment à le déplacer, c'est vraiment... Ah, mais c'est très facile en fait. En 1 heure, tout est monté, en fait, puisque le système s'ouvre. Après, vous avez les éléments comme ça qui se déploient, les tables se déplient, et on a juste les bancs à poser de part et d'autre. Et le système s'expanse, tout est accroché, il n'y a rien qui est installé, tout est prêt. Donc en fait, il peut se déplacer tous les jours dans un endroit différent. Ça fait rêver le directeur du musée, bientôt hors les murs, comme on dit. C'est vrai que si on avait un outil comme ça serait bien pratique quand on va plus avoir de musée pour vous accueillir. Mais, alors, ce type de projet, est-ce que du coup, on voit qu'il y a une légère différence et en même temps, bon, je pense que dans le fond, toutes les deux, vous avez envie d'intervenir sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, est-ce que du coup, il y a des projets, des endroits ou des lieux aujourd'hui où vous aimeriez travailler parce que vous auriez l'impression, des choses que vous n'auriez pas faites encore et vous auriez l'impression d'agir au bon endroit. Je ne sais pas très bien quel mot utiliser, parce que je fais un peu attention. Mais vous avez compris ma question. Est-ce qu'il y a un lieu où vous aurez l'impression d'être, en tant que designer, aujourd'hui, au bon endroit? Alors, je ne sais pas si c'est pour résoudre un problème ou si c'est pour améliorer les choses ou contribuer
aux questions qu'on est en train de traverser aujourd'hui, mais qu'elle vous paraît... Non, moi, j'ai pas d'envie parce que les gens viennent me proposer des choses que j'aurais même pas imaginées. Donc voilà, donc je me laisse porter par l'envie des gens, le rêve des gens, et je suis très contente comme ça. Nous, on est une toute petite structure, on a décidé de rester, on est 3, ouais. On arrive à faire des choses avec une certaine envergure, on va dire, parce qu'on fait de plus en plus d'architecture aussi. D'architecture, vraiment... D'architecture, ouais. Donc ça veut dire que vous êtes diplômé d'architecture aussi Non, on peut faire de l'architecture sans être diplômé d'architecture. Et bon, c'est pas pour faire de l'architecture, c'est juste qu'on nous demande, c'est pas moi qui ai voulu en faire encore une fois. Non, mais c'est pour dire que moi j'aurais pas imaginé ça, donc voilà, moi je me laisse porter. Je pense que c'est en effet beaucoup la rencontre. Alors ça, c'est des petites architectures, des maisons sylvestres dans la forêt. Ça, c'est un très beau projet aussi. C'est un lieu, 6 petits villages ont mis ensemble leur forêt pour faire des parcours, pour aller voir la forêt, mais aussi c'est un lieu d'art contemporain. Donc c'est le premier centre d'art rural d'art contemporain. Et donc il y a 8 parcours. Donc on va dans la forêt, on découvre en même temps l'art contemporain. Alors là, c'est une commande un peu particulière. L'idée, c'était de dire on peut rester un peu plus et dormir dans la forêt, parce que là, on va se rendre compte aussi un peu plus de ce qu'est la forêt quand on dort à l'intérieur. Donc c'est une architecture qui fait 20 mètres carrés pour ne pas avoir à déposer de permis de construire, justement, pour ne pas rentrer dans des complexités. Et voilà, et elle est louée par ce centre voilà, et on peut rester et visiter les choses. C'est un très très beau projet parce que les artistes, en arrivant dans le lieu, ils logent chez l'habitant et ça fait toute la différence. Ils ne viennent pas avec l'idée de faire quelque chose de prémédité, ils restent là et petit à petit le projet se fait. Donc là, c'est un projet qui est fait avec une entreprise locale. On travaille avec les Compagnons du Chemin de Vie, qui est une entreprise de réinsertion pour faire le bois. Voilà, tout le monde participe. On a aussi fait tout un programme avec des artisans d'art sur le territoire pour faire tout ce qui est à l'intérieur, les chaises, enfin voilà, et petit à petit, voilà, les petits tabourets. Voilà, il est assez vide, mais il y a un certain nombre d'objets qui sont venus se poser. On a aussi des petits paniers avec les habitants ont choisi le culinaire du territoire pour représenter, voilà, pour goûter. Il y a toutes ces actions-là. Alors, voilà, je t'entends dire, on a travaillé avec des artisans, etc. Est-ce que Constance, ça c'est une chose qui a bougé dans ton parcours? Est-ce qu'on entend beaucoup entrepreneurs, peut-être design industriel, je ne sais pas. Est-ce que ton rapport à la production, aujourd'hui, change dans le contexte dans lequel on vit maintenant? Est-ce qu'il y a peut-être une autre volonté de travailler avec des artisans, ce que tu l'as toujours eu? Ce rapport à la production, comment est-ce que toi tu l'envisages? En fait, la production est toujours contextuelle. C'est-à-dire que quand je travaille pour faire des bancs d'église, c'est une PME et je travaille avec eux avec leur outil de fabrication. Là, en ce moment, je travaille sur un projet d'œuvre d'art refuge sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un très beau paysage près du Puy-en-Velay. Et en fait, une photo. Je ne sais pas s'il y a une photo. Si, il y a une photo, il y a une maquette, j'ai vu. Il y a peut-être une maquette, alors je ne sais pas. Maintenant, il n'y a que les bancs. Ah oui, bon. Et en fait, et du coup, là, je travaille avec la personne qui fait la pierre, donc le murailler, etc. Non, tu l'as vu peut-être sur Instagram. Mais le murailler, l'artiste qui est à côté, le maire, etc. Et donc, évidemment, sur des projets dans le territoire, évidemment que ça passe par là. Après, le banc, c'est avec cette entreprise. Par exemple, si vous pouvez montrer le flacon de parfum, là, pour le coup, c'est Shiseido, c'est un concours. Hein, donc, moi, je fais beaucoup de concours quand on vient me chercher. Parfois, on ne vient pas toujours me chercher aussi, parce que j'ai un petit côté un peu comme ça, voilà, moine du design. En l'occurrence, ils m'avaient demandé si je voulais bien faire une compétition.
Et du coup, là, on travaille avec, au moment où ça sort, il y a 100 000 bouteilles, et on travaille avec l'ingénieur pour mettre au point la forme à l'intérieur, pour qu'elle puisse être embouteillée de façon systématique, sans vriller, avec un temps donné, etc. Ce sont des choses extrêmement contraintes. Là, c'est de l'industrie. Mais tu vois, ça dépend vraiment du projet et du contexte. Et donc, l'idée, c'est toujours de pousser au maximum. Donc là, ils n'avaient jamais fait, on a déposé 3 brevets pour ça, ils n'avaient jamais fait une forme aussi grande à l'intérieur. Ça n'existe pas, on l'a mis au point, donc j'ai imaginé qu'on pouvait faire quelque chose qui se déploie, et donc on a une illusion d'optique, c'est pas plein, hein, c'est vraiment comme une voile qui se déploie, et moi j'ai adoré résoudre ces problèmes techniques, parce que moi j'adore la technique, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de résoudre les problèmes pour arriver à la forme, ce qui n'est pas la même chose, mais pour reprendre ta question de tout à l'heure, donc je suis d'accord avec Nathalie, c'est toujours un immense plaisir que de répondre à une demande de la part de quelqu'un qui a compris le travail et qui a envie du coup de travailler avec moi. Et en même temps, il y a des moments où, oui, il y a des endroits que j'aimerais bien travailler. J'aimerais bien faire un intérieur de sous-marin. Je vois pas quel endroit peut être plus contraint, plus dur à vivre, etc. Et je me dis, il y a un moment où il y a bien quelqu'un qui va faire cette chose, et en fait, j'aimerais bien être cette personne, parce que moi, j'aimerais vraiment bien comprendre comment ça marche, et comment je peux faire en sorte que ces 80 sous-mariniers, eh ben, ils soient bien quand ils soient dedans. Et en fait, ça, c'est vrai que ça me plairait, par exemple. Ça fait partie aussi de mon univers mental, et j'aimerais bien faire comme ça des intérieurs très contraints. J'apprécie ça, en fait. Et je me dis, le jour où on arrive à faire ça, en dépit de la difficulté, de tous les trucs administratifs à la con, de tout ce qui va être complexe à faire, parce que ça peut être un monstre de travail, et si on arrive à le faire, et si on arrive à leur montrer qu'en fait le design dans ces endroits, il est essentiel pour le bien-être des gens qui y sont, parce que c'est l'endroit le plus contraint, bah, peut-être que quand même ça changera un peu quelques vies, et du coup peut-être que ça pourra faire évoluer un peu les mentalités. Il y a Charlotte Poupon qui s'est attaquée à ça, qui a fait l'ENSI, en fait, c'était son projet de diplôme. Oui, mais tu vois, faire un projet de diplôme, c'est un sujet. Le faire pour de vrai, quand on sait ce que c'est, oui. Que la complexité d'une administration centrale, etc. Ouais, moi, je trouve qu'il y a d'autres urgences que de faire les sous-marins, mais bon. Non, mais ça, c'est... Peut-être, mais si tu me demandes le projet le plus contraint... Non, mais c'est vachement bien, parce qu'en fait, alors, il y a des tas de gens, en fait... Et les parfums, d'ailleurs, aussi. Qui continuent à nous demander un peu ce que c'est que le design, et qu'est-ce que c'est que le design, et très souvent, on a du mal à... Il y a longtemps que j'ai pu collaborer avec les parfumeurs, parce qu'en fait... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc vraiment deux visions du design, là, qui sont tout aussi fortes l'une que l'autre, et elles sont complètement différentes, donc c'est assez formidable. On vous a réunis, vous étiez 2 femmes designers, et c'est quand même assez génial parce que on entend en fait 2 métiers assez différents, 2 engagements différents et tout aussi forts l'un que l'autre. Oui, c'est un rapport au monde c'est ça le design en fait. Ouais. Non, mais chacun fait sa pratique en fait. Voilà. Et c'est avec ça ses qui est convictions, assez, ses valeurs, voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans ce métier aussi, c'est qu'en fait chacun l'invente à sa manière, quoi, à sa façon. Parfaitement. Et d'ailleurs, moi je trouve que tu as raison de dire que le parfum, c'est pas forcément la priorité, mais... Moi j'adore ça. Mais je trouve que, justement, moi ce qui me plaît, c'est de faire le grand écart entre ça et un refuge ouvert à tout le monde. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de pouvoir justement être face à ces industriels, leur dire, attendez, moi je vais essayer de mettre du rêve dans un endroit où c'est hyper contraint, tout le monde fait tout le temps la même chose, et voilà. Et en fait, et de l'autre côté, me dire, mais en fait, c'est quoi le sujet d'une œuvre d'art refuge ? C'est pour ça que j'aime faire des livres pour enfants, et c'est pour ça que j'aime faire aussi des spectacles de danse, c'est pour ça, et en fait, c'est aussi la richesse de ces rencontres, et toutes ces rencontres vont enrichir aussi le regard que je vais mettre dans des projets aussi plus libres ou justement des œuvres d'art, etc. C'est parce que j'ai travaillé avec Angelin Préjocage, peut-être, que je vois différemment la lumière. Si j'avais pas fait ce travail, je ne la verrais pas comme ça. Et en fait, ça m'apprend. Et en fait, tous ces gens qu'on rencontre, et tu as raison, les gens sont les plus importants, ben, ce sont des gens qui nous font grandir. Et parfois même la difficulté nous fait grandir, parfois la facilité nous fait grandir, parce qu'on apprend d'eux aussi. Et en fait, je crois que, moi, j'essaye de ne pas être justement monolithique par rapport à ça, et du coup, d'être assez ouverte au sujet et aux envies pour voir ce qu'on peut apporter aussi, quoi. Je pense que ça va générer des questions, parce que là maintenant, vous ne savez plus quoi en penser du design. Voilà. Et je pense, pardon, pour faire une conclusion. Oui. Souvent, on nous dit... Non, je ne vais pas conclure, mais souvent, on nous dit, vous êtes une femme designer, etc. Du coup, vous faites un travail féminin, vous faites un machin. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, très souvent, je réponds, il y a beaucoup d'hommes dont je me sens plus proche que de femmes que d'autres femmes.
Et il y a beaucoup de femmes dont je me sens plus proche que d'autres hommes, et en fait, en vrai, je me sens pas plus proche. Alors, je suis extrêmement féministe et j'ai un sentiment de sororité très important. Je veux dire, je suis quelqu'un qui tout le temps, enfin, je suis engagée dans pas mal d'associations, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi, du coup, l'entraide féminine. Mais néanmoins, il y a plein de moments où, Nathalie et moi, par exemple, on n'a pas la même approche du design. Et en fait, je peux avoir une approche qui est plus proche d'autres personnes qui sont des hommes. En fait, ça, c'est pas genré, en fait. Ouais, c'est pas genré. Non, non. Ouais. Je suis d'accord. Alors vient le temps des questions. Est-ce que quelqu'un a une question ou une envie, une idée à partager? Oui, un commentaire, ça peut être un commentaire. Ça peut être un commentaire. Là. Bonjour, merci pour toute cette belle présentation. Et moi j'avais une question, enfin c'est plutôt une remarque, une interrogation sur le bon positionnement du designer. Et alors, je pense plutôt dans les interactions avec l'architecture. Vous parliez tout à l'heure, je pense, on arrive souvent pour résoudre des problèmes, désolé pour le terme. Et moi je m'y confronte pas mal dans mon métier au quotidien. Et j'ai ce sentiment-là aussi qu'en gros, la relation entre l'architecte et le designer, aujourd'hui, elle manque de clarté. Donc on a ce statut d'architecte d'intérieur, designer. Je suis enseignant, il y a des étudiants à moi dans la salle en plus, à côté, qui est, je trouve, pas limpide, et c'est pas un statut qui a une reconnaissance, je trouve, dans ce segment-là, qui est clair. Et je sais pas d'où ça vient, mais j'ai la sensation qu'il y a une problématique forte à trouver sa place et à ce que ce soit pas la troisième roue du carrosse, le designer qui intervient après pour résoudre les problèmes qui n'ont pas été anticipés. Alors est-ce que ça vient du fait que les agences n'ont pas encore pris conscience de l'importance d'avoir des designers qui vont aller chercher les choses fines, les besoins, les fonctions, les usages, ou est-ce que c'est un manque de reconnaissance du statut du métier? C'est une question ouverte comme ça que je lance. Merci. Je sais pas, je vais peut-être donner. C'est un cas particulier. Moi, je suis en train de dessiner des maisons pour un bailleur social qui s'appelle Villogia. Et ça s'appelle la maison design pour tous. Donc, ça ne peut pas être dessiné par un architecte, c'est dessiné par un designer. Voilà. Et ben voilà. C'est pas ça, hein, ça c'est un projet que j'ai fait en Tunisie, une retraite dans le désert. C'est une architecture aussi. Attends, du coup, je me reconfigure. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler avec des architectes sur des projets en amont. Il y a souvent des architectes qui viennent me voir pour faire équipe dans des compétitions. Donc, je travaille avec soit des architectes des bâtiments de France qui ont besoin d'une équipe design archi d'intérieur, soit des architectes assez engagés, comme Loïc Julienne, Patrick Bouchin, etc. Et donc, du coup, je fais une partie pour eux. Et du coup, j'arrive un petit peu à voir ce qui parfois, donc là je suis en amont, hein, donc l'architecte a anticipé et c'est très bien, et j'arrive à voir ce qui fait notre différence de regard sur les espaces. Alors, je vais dire une généralité, mais qui n'est pas toujours juste, mais quand même, l'architecte en général, quand il fait un gros bâtiment, il est confronté à des échelles, à des problématiques qui sont complexes et qui sont complexes à gérer, des échelles, des flux, etc. Et donc souvent, il résout les choses pas toujours en 3 dimensions. Et il résout pas toujours les choses à l'échelle du corps. Alors que nous, par définition, comme on fait des mini-trucs parfois, on a un rapport au corps, en l'occurrence, moi c'est vraiment, je pense, ce que je sais un peu faire, un rapport au corps qui est un peu sensible, où je vois tout de suite si on va être bien, si on va pas être bien, comment ça va se passer, etc. Et aussi, on travaille beaucoup en 3D. Et ça, c'est une petite différence. Les architectes sont souvent en plan, et je le vois dans tous les concours que je fais avec eux, sauf la 3D de l'extérieur qui va être un machin. Et à l'intérieur, en fait, l'anticipation des espaces, etc., se fait beaucoup plus en plan qu'en 3D. Et donc, du coup, on place des formes sur un plan. Et moi, les archis qui travaillent chez moi, parce que j'ai quelques archis chez moi, et ben en fait, je leur demande d'apprendre la 3D. Et je leur demande, du coup, je dis, regarde là, comme ça, plus comme ça, regarde là, on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on voit en perspective? Et je suis tout le temps en train de me demander ce qu'on voit à l'intérieur. Et je pense que c'est un métier qui est assez complémentaire, en fait, parce que ce temps de travail, il est différent, cette façon de voir les choses, elle est un peu différente, et on se complète. Mais pour ça, il faut avoir des architectes qui aussi ont compris qu'on se complétait et n'ont pas ce désir, eux, de résoudre ces problèmes. Parfois, ils le font très bien. Il y a des super architectes qui font des très bonnes résolutions intérieures. Parfois, quand ils ont conscience
qu'ils savent pas très bien le faire ou que c'est pas leur sujet aussi, hein, et ben dans ces cas-là, ils font équipe. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ça marche bien. Et quand on vient résoudre des problèmes, c'est parce que en fait, ça a été pas forcément bien anticipé, ou peut-être le commanditaire n'a pas su l'exprimer aussi. Il y a ça aussi, je redis, hein, un bon projet, c'est un bon designer, architecte, slash artiste, slash ce que vous voulez, et un bon commanditaire, et un bon cahier des charges. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc, Je n'ai plus le micro pour le dire, mais on est nous-mêmes dans un projet architectural en ce moment, et la question entre le rapport avec l'architecte et la manière dont il pense le bâtiment et son intérêt pour le bâtiment, et nous, notre question de comment on va fonctionner à l'intérieur et comment on va traiter les objets, en effet, ça se croise pas toujours, quoi. Ça peut être un peu complexe. On est en plein dedans, en tout cas. Un petit regard à mon équipe. Mais bon, on était aux questions, donc je repars vers la salle. Bonjour. Du coup, tout à l'heure, vous parliez de valeur, déposition de regard sur les objets et tout ça. Et du coup, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs de votre style en soi. Qu'est-ce que vous cherchez à apporter dans un objet ou qu'est-ce que vous cherchez à passer comme message? Qui commence? Je peux commencer. Moi, je cherche à réinjecter du commun. Je pense que ça, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'on arrête d'être dans un monde qui est si individualiste. Et ça peut se passer aussi sur l'objet, en fait. Hein. C'est pas simplement les espaces. Hein. Voilà. Donc ça, je me suis aperçue que beaucoup de mes projets étaient autour de ça. Hein. C'était redonner du commun et réinstaller de l'hospitalité. Voilà. C'est plutôt des notions comme ça qui sont simples, quelquefois, mais qui ont été un peu atrophiées, on va dire. L'hospitalité, c'est dans les familles. Le partage, c'est dans les familles aussi. On a l'impression que ça peut être plus dans les espaces communs des villes, etc. Mais dans la famille aussi, il y a les notions de partage qui se développent. Donc moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Je travaille à partir de ces thématiques depuis toujours. Et c'est autour de ça que je développe ma pratique, tout simplement. Dès le départ, parce que je sais pas si elle s'est appelée d'abord la colonne d'hospitalité ou d'abord quand j'y monte à Paris. C'est les deux, parce qu'en fait, quand j'y monte à Paris, personne ne comprenait grand-chose. Et quand on dit... Non, quand j'y monte à Paris, c'est le début de l'histoire. Quand Jules monte à Paris, il trouve une petite colonne, 35 cm sur 35 cm, 2 mètres de haut, et je vais l'ouvrir pour pouvoir lui donner l'hospitalité, même si je n'ai pas de chambre d'amis à la maison. Ça, c'est un fait. Je me suis aperçue qu'en racontant le début de l'histoire, ça permettait de comprendre un objet qui a plusieurs états. Donc, en fait, c'est très difficile. Là, il y a trois états dans une même image, mais en général, c'est compliqué de le montrer. Donc, c'est une idée toute simple. Donc, ça, c'est la première pièce de mobilier que j'ai dessinée. C'était complètement extraterrestre. Aujourd'hui, on a pléthore de projets comme ça dans les écoles et même un peu avec les éditions. Mais ça a été pour moi une très belle aventure parce que c'était un peu un test pour moi, savoir si ça intéressait vraiment. Et en fait, il y a un petit croquis qui est paru dans Intramuros, je crois, à l'époque, et deux éditeurs jeunes, aussi jeunes que moi, aussi naïfs, sont venus me trouver en disant on va produire cette colonne. Et nous voilà partis tous les trois à Milan montrer la colonne. Et à Milan, tout le monde, des années après, me rappelle en fait cette présentation. Ça avait beaucoup marqué les esprits. Et alors justement sur l'idée du genre, on a une petite histoire là. Les gens passaient, alors ils souriaient. Donc ça c'était déjà énorme. Hein. Les gens sourient, ils regardent un objet, ils sourient. Et souvent, quand ils étaient en couple, ils passaient, la femme regardait, l'homme, il n'était pas trop intéressé, et c'était la femme qui disait « Regarde, ça fait ça, ça, ça ». Voilà. Elle pigeait tout de suite la femme, c'était ça. Et j'ai eu jusqu'à même des gens qui venaient me serrer la main en disant « Il faut continuer comme ça fait vraiment sens du mobilier comme ça ». Et donc, en fait, ça m'a donné une espèce d'envie, de légitimité entre... Quand on est jeune, on ne sait pas trop vraiment ce qu'on apporte, en fait. Et du coup, je suis restée sur cette lancée. Alors, c'est une très belle histoire, quand j'ai monté à Paris. Ah oui, c'est vrai que ça nous a beaucoup frappé quand on l'a vu pour la première fois. C'est vrai que c'était un ovni. Et en effet, et du coup, ça amène autre chose, mais on va d'abord
Tu vas Donc, en d'abord fait, répondre à la question. c'était mais- très compliqué parce qu'en fait, on est donc quand même en France dans une espèce de design de l'élégance, on va dire, hein, à la française. Voilà, là, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'élégance de l'hospitalité? En fait, moi, je voulais que ça parle d'hospitalité. Alors, c'est compliqué, c'est des notions complètement différentes. Et voilà, c'était ma tentative. Et alors, sur les valeurs, c'est la même chose, les valeurs aussi, c'est pas du tout pareil. Sur les valeurs, en fait, quand j'ai fait mon exposition aux arts décoratifs, la première salle s'appelait Accueillir. Donc là-dessus, vraiment, pour moi, c'est évident que c'est la principale chose. C'est ce que je fais beaucoup. Je fais beaucoup des espaces d'accueil, c'est ce que je vous ai dit. Des espaces de vie, je fais des bureaux, par exemple, beaucoup. Voilà, des espaces de vie commune. Et après, j'avoue qu'il y a plusieurs autres choses qui m'intéressent aussi. Il y a le rapport au corps, le rapport au confort. Moi, je suis vraiment très sensible à ça. Je suis sensible au toucher, à l'envie, à être bien, en fait, à accueillir aussi les corps. Pas que les corps ensemble, même si l'accueil commun, et Nathalie a raison, c'est ce qui est plus important, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime le confort. Et en fait, je vais dire que j'aime bien aussi l'idée d'accueillir le regard. J'aime beaucoup faire des scénographies d'exposition. Même quand je fais un parfum, pour moi, c'est comme un petit spectacle. Et j'aime j'aime tenter de faire rêver en fait avec des choses parce que je pense que on est tellement dans l'usage tout le temps qu'on en oublie aussi un petit peu de rêver, on en oublie de s'évader par les yeux. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye vaguement de faire, quoi. Mais après, ça prend plein de formes différentes. Et il y a des moments où ça passe par des résolutions techniques, des moments où ça passe par des résolutions plus formelles. Et il y a une dernière chose à laquelle je pense, et c'est vrai que je défends beaucoup une forme d'intemporalité, parce que je pense qu'il faut aussi s'inscrire dans le temps, et que parfois, justement, une espèce de réserve, et en même temps de présence, mais avec une forme de réserve, c'est quelque chose que je recherche. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaye de trouver un équilibre là-dedans. Et si peut-être on peut montrer le projet pour Van Cleef, là où j'ai fait leur bureau, j'essaye de beaucoup accueillir les artistes. Voilà, celui-là. Donc là, par exemple, on ne voit pas très bien, mais au fond, il y a une œuvre de Marc Couturier. Tout l'espace a été pensé aussi en fonction de ça. Donc on voit un rond comme ça qui se dessine en creux. C'est l'espace où on va projeter la vidéoprojection quand ils font des grosses réunions, ça va être là-dedans. Donc à l'intérieur de l'œuvre, donc on a intégré en fait entièrement l'usage avec les œuvres. Et donc l'image d'après, c'est aussi, donc ça c'est leur bureau, ça c'est une grande bibliothèque où du coup pareil on a fait un travail de curation avec des artistes, donc il y a des œuvres d'art, il y a des œuvres d'art faites avec Marc Couturier, il y a des livres qui ont été choisis par un artiste aussi, et donc tout ça évidemment c'est pour une entreprise, mais c'est pour mettre du sens aussi dans le lieu, pour pouvoir offrir, et ils font beaucoup de soirées là-bas où ils essayent d'inciter à aller dans cette bibliothèque en fait pour pouvoir offrir justement tout cela au regard. Et c'est vrai que j'essaie toujours de mettre en fait une dimension artistique aussi, parce que c'est dans mon ADN et puis dans mon univers proche en fait, le monde de l'art est très présent, et il imprègne un petit peu aussi mon travail, soit par l'invitation d'autres artistes, parce que j'aime bien faire ça, soit aussi par ce désir de faire des objets effectivement qui ont cette dimension là. Voilà. Bonjour. Du coup, je suis étudiante aux Beaux-Arts et je me demandais quelle part avait le dessin dans vos pratiques de design. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important? Je pose notamment cette question du fait qu'actuellement on utilise beaucoup aussi la 3D. Je trouve que les dessins ont un peu tendance à disparaître, et c'est plus dans les grandes maisons qu'on fait un dessin, mais purement représentatif de ce que l'objet, de ce à quoi l'objet va ressembler, par exemple placé dans l'espace. Mais tout ce qui est dessin technique, ça passe beaucoup par la 3D. Et voilà, je voulais savoir. Vous parlez de dessin technique ou de dessin à main levée? Les deux. Vraiment les deux, mais à la main, en fait, l'idée c'est le dessin vraiment à la main. Pas de logiciel. Alors on a des pratiques complètement différentes, je crois, non? C'est possible. Ouais. Moi, je me suis toujours méfiée du dessin. Donc là, tout le monde tremble parce qu'en fait, le designer, on a l'impression qu'il faut qu'il dessine. Hein. Quand on vient me prendre en photo à la maison, il faut que je fasse un petit croquis, sinon je ne suis pas designer. Moi, je pense que le designer, il est d'abord là pour penser. Donc en fait,
le dessin, il fige. Quand on pense, on doit garder une certaine flexibilité de pensée. Il n'est surtout pas pour créer. Il est là comme un outil, quelquefois mémotechnique, voilà, pour me souvenir de ce point particulier où il y a un point de vigilance à avoir, ou des choses comme ça. C'est aussi du fait que je n'ai pas eu de formation artistique, en fait. Donc, je pense que le dessin est arrivé un peu après, comme ça. Donc, après, j'ai beaucoup dessiné pendant la période de Covid. C'était très intéressant, justement. Pour la première fois, peut-être qu'il y avait de l'anxiété, je sais pas, j'avais envie de dessiner, donc j'ai fait énormément de croquis, mais qui sont des croquis artistiques, qui ne sont pas liés à mon travail. Le plaisir du dessin. Voilà, le plaisir du dessin, parce qu'il faut des temps longs, en fait. Et je me suis aperçue que je n'avais pas de temps long. Et c'est comme l'écriture, en fait. Si on n'a pas une demi-journée au moins, voilà, voilà, donc donc j'ai ce rapport au dessin. Et aujourd'hui, je peux dessiner pour mon plaisir, mais c'est pas tant un outil que j'utilise pour travailler. L'outil que j'utilise pour travailler, c'est vraiment la réflexion, et surtout en ce moment, c'est d'énormément lire des philosophes, des écologues. Voilà, j'ai une soif de comprendre, d'y voir un peu plus clair. Quand je me lève le matin, je me dis, mais voilà, par où on va prendre cette journée pour arriver à faire avancer les choses. Et je voudrais faire d'ailleurs un petit hommage à Bruno Latour qui vient de partir, parce qu'il va nous manquer énormément pour y voir plus clair, voilà, tout simplement. Et alors, en fait, moi non plus, j'ai pas de formation artistique, donc j'ai fait la sienne. Et je partage avec Nathalie le fait que le dessin soit plutôt une résolution. Qu'un point de départ. Néanmoins, moi j'ai toujours fait beaucoup de maquettes. Donc quand j'avais 11 ans, j'avais une scie à chantourner, je fais beaucoup de maquettes, j'ai toujours été très bricoleuse. Et c'est par là vraiment que j'ai abordé la volumétrie, la construction. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les résolutions techniques, c'est pour ça que j'aime beaucoup les assemblages. Et du coup, très souvent, je fais une petite maquette en papier quand je pense à quelque chose, où j'essaie de mettre un volume. Très souvent, on fait des maquettes échelle 1 aussi. Échelle 1, je ne plaisante pas, sur la Philharmonie des enfants, on a vérifié plein de hauteurs comme ça, des conforts, des envies, des regards, des perspectives. Très souvent, je le fais. Et je dessine en revanche sur ma tablette, après, en correction de choses qui ont été faites. Je sais dessiner, mais je ne suis pas une excellente dessinatrice. Comme Nathalie, j'ai apprécié dessiner pendant le confinement, mais j'ai pas ces temps longs. Moi, j'aime bien écrire en revanche, et ça, je prends ces temps longs pour le faire. Mais pour ce qui est du dessin, effectivement, je ne me regarde pas dessiner. J'aime l'objet dessiné, ça c'est vrai. Et quand je pense à un objet, à un moment donné, effectivement, il faut mettre une forme quand même. Il faut qu'il existe. Et donc je commence à le faire comme ça. Mais ça vient aussi de l'imagination. Souvent, je dessine dans ma tête, je l'imagine dans ma tête. Et après, je commence à esquisser des choses, mais ça ne veut pas dire que ce que j'esquisse sera la forme à la fin. C'est plus un point de départ et de recherche aussi, qui passe par la maquette, par le dessin, par la 3D, par 1000 choses, par la nécessité de la construction. Enfin, il n'y a pas de règle. Et donc, par exemple, l'objet comme Vertigo, je ne l'ai jamais dessiné. Je l'ai fabriqué direct échelle 1. Et en fait, j'ai pris un abat-jour, un truc de tante Quechua, et j'ai mis des choses autour, en fait. Et c'est pas un objet de dessin. Donc après, ça a une forme dessinée, ça c'est vrai, parce que j'aime la forme dessinée. Mais il y a plein de façons d'arriver au même résultat, en vrai. Et l'alguier, alors ? L'alguier, c'est autre chose. L'alguier, ce qui m'intéresse dans l'alguier, parce que j'ai fait donc un alguier imaginaire qui est dessiné sur des algues, ce qui m'intéresse, c'est le moment où la chose disparaît. Ça, c'est un de mes fantasmes. Et quand je fais un objet aussi, quand je dessine un objet, en fait, j'aime le moment où il suggère, mais il ne dit pas qui il est, et le moment où ça disparaît à nouveau. Et donc l'alguier, ce qui m'a intéressé, c'est en dessinant sur ces algues, quel était le minimum de traits possible pour arriver à évoquer quelque chose. Évoquer une forme, tu veux dire. Évoquer une forme, évoquer une présence, etc. Et donc ce qui m'a intéressé, exactement. Et c'est parce que, évidemment, il n'y a pas d'endroit plus passionnant que la grotte Chauvet, où tout est là. Et en fait, comment on arrive à évoquer quelque chose juste avec un tout petit trait. Et c'est ça que j'ai voulu, c'est à ça que j'ai joué dans l'alguier. C'est pas un exercice de dessin, enfin, voilà, c'est pas ça.
c'est vraiment, et j'adore ça, dès que j'ai un sujet un peu complexe, on me dit il faut quand même travailler, puis on réfléchit avec des cahiers des charges, parce que du coup, sur les archétypes, pas les archétypes, etc. Et j'adore demander à mon voisin, mais qu'est-ce que tu vois pas? Et je trouve que ce jeu de ressemblance avec des choses, et échapper à ça pour amener quelque chose qui est peut-être un peu tout ça, peut-être un peu rien, peut-être cette espèce de moment, cette ligne-là, bah, elle m'intéresse énormément esthétiquement, parce que du coup, c'est comme si on marchait sur un fil et qu'on ne savait pas de quel côté on allait tomber. Et en fait, je pense que le regard, il doit s'exercer à ça. Quand c'est trop évident, ça ne m'intéresse pas. Mais quand c'est pas assez incarné, ça ne m'intéresse pas non plus. Et donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc dans le dessin, c'est ça que je cherche. Une question devant, c'est la dernière. Attention, hein, on t'arrête. Du coup, par rapport au point de vue de la réalité du designer et de la femme, je comprends que chacun a sa réalité, mais moi je me trouve plus à celle des Constance. J'ai l'impression que déjà, de base, pour être designer, il faut se définir. Comme vous avez dit, quand on arrive dans l'industrie, on doit un peu expliquer qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on a besoin de nous. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on doit se définir en tant que femme. Pourquoi moi, femme designer, je peux faire ces projets. Et ensuite, par exemple, il y a aussi la notion de âge, parce que bien évidemment, on va prendre beaucoup plus au sérieux une femme avec expérience qu'une femme jeune, même si c'est vrai que dans la question technique, il va avoir plus de poids. Et en fait, moi, c'est que, sans dire tous les autres batailles, comment on choisit ces batailles? Comment on s'est dit... Parce que pour moi, le silence, c'est une forme de complicité. Du coup, quand une personne, elle nous dit ces dessins, c'est mignon, si on le laisse faire parce qu'on se dit ça vaut pas la peine, d'une façon, on est un peu complice, mais aussi peut-être cette bataille, elle n'est pas importante pour moi. Mais si on dit quelque chose, peut-être que cette personne, elle va se dire, ah d'accord, vous vous positionnez, mais du coup pour moi c'est à quel moment on va pas passer toute notre vie parce qu'on n'a pas le temps à batailler tout le monde, mais aussi on peut pas non plus fermer les yeux et se dire bon c'est pas l'énergie que j'avais destinée aujourd'hui à ça. Oula, c'est compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de questions dans la question. C'est Choisir ses batailles, c'est un vrai sujet. C'est très difficile de choisir ses batailles. Moi, un jour, je me suis dit, bon, comment j'accepte un projet? J'ai fait un petit tableau Excel et je me suis dit, c'est quoi les 4 critères qui sont importants pour moi? Je me suis dit, je vais les pondérer. Alors, c'est quoi? Ouais. Et ben, le premier critère, c'est la création. Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut changer un truc qui est vraiment, qui peut être fort? Deuxième critère, c'est les personnes. Avec qui? Voilà. Troisième critère, alors c'est un peu étrange comme critère, mais c'est la distance. C'est-à-dire, est-ce que je vais perdre un temps infini dans des transports très loin pour rien? Est-ce que je vais perdre ce temps? C'est le rapport au temps aussi. Parce que j'ai des enfants et que j'ai quand même j'ai des urgences aussi. Je choisis mes batailles, effectivement. Et le quatrième critère, il y a un moment où le critère de l'argent, je veux dire, je fais beaucoup de projets comme ça. Ça m'arrive très souvent en fait d'en faire. Pour des jeux, enfin, notamment pour des projets de sororité, donc dans le cadre de mes activités féministes. Voilà, donc je peux faire des scénographies pour des chanteuses, etc. Ou la dernière fois, j'ai fait un tabouret pour une accordéoniste. Et donc, quand j'ai vu ce qu'elle imaginait être le tarif d'un designer, je lui ai dit, écoutez, je crois qu'on va régler ça en tablette de chocolat, parce que j'aime beaucoup de chocolat. Et du coup, en fait, parce que ça m'éclatait et que cette fille, je la trouvais super forte, et je me suis dit, mais enfin voilà, j'ai la chance de faire des projets aussi qui peuvent rémunérer mon agence par ailleurs, et en fait, j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie de rencontrer cette personne. Donc c'est pour ça qu'on rentrait dans ce critère-là. Mais c'est vrai que moi j'ai un petit côté batailleur un peu idiot, hein, donc j'aime bien la bataille, voilà. Donc je pense que je perds de l'énergie parfois dans des batailles vaines, c'est vrai. Mais je me dis, mais pour 3 batailles gagnées, peut-être que 5 batailles vaines valent le coup. Et c'est pas facile de savoir à l'avance si ça va être 20 ou pas. Et c'est vrai que j'aime bien parfois l'idée d'essayer. En revanche, quand j'arrive dans une entreprise, je me dis pas je suis fan designer, je m'en fous. Je suis designer, point, en fait. C'est les autres qui me renvoient ça. C'est comme quand je disais, quand on choisit la couleur, moi j'y pense pas non plus, j'en ai rien à cirer en fait, du rose, du vert, du jaune. J'ai pas d'a priori en couleur. En fait, il y a des moments, des couleurs pour des projets. T'aimes bien le jaune quand même. Non, j'aime le jaune, mais parce que le jaune c'est la lumière, donc j'aime la lumière. Mais donc c'est vrai, et j'aime pas tous les jaunes. Mais mais je veux dire, non mais voilà, c'est vrai que j'aime bien, il y a une couleur que j'aime bien, mais c'est pour moi. Ça veut pas dire que je la mets jamais dans un projet en fait. Pour mon propre
Mais sinon, je veux dire, c'est pas. Mais je me dis pas ça. Simplement, quand on me le renvoie, bah, effectivement, il y a des moments où je laisse passer parce que trop d'énergie et que c'est pas utile et que je passerai mon chemin. Puis des moments où je me dis non, ce projet, je le veux vraiment et pour y arriver, il va falloir se faire respecter. Et ce moment-là, en fait, je dis quelque chose. Mais c'est toujours contextuel et on peut pas le savoir avant. Mais ton énergie principale, c'est de trouver ton approche à toi. C'est là que tu dois concentrer toute ton énergie et après, tout le reste va se résoudre. Ouais. C'est ça, quand on est jeune. Et normalement, l'école, c'est Moi, je juste continue à le ça. faire, mais en fait, c'est ça. Moi, je ne me suis même pas posé la question. J'ai vraiment axé sur ça. Qu'est-ce que je veux dire, moi, que les autres ne disent pas? Et ça va t'ouvrir plein de portes après, tu vois. Mais si cet exercice-là n'est pas fait, mais en effet, ça bloque. Et c'est vrai que normalement, l'école, s'il y a une seule chose pour moi à laquelle l'école doit servir, c'est ça. Parce que bon, peut-être qu'on apprend des choses techniques et tout ça, sûrement, mais c'est sûrement aussi le moyen de, avec d'autres, s'interroger et savoir qui on est, quoi, et qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais, je pense. J'ai presque envie de dire que c'est une très belle conclusion. Mais Tout le monde est d'accord. dites-le alors. Grand merci à tous d'être venus si nombreux. Merci surtout à vous, Constance et Nathalie, et Constance Fusine, de cet exercice.